Je travaillais dans un hôtel qui était dans la savane et on travaillait avec des Zoulous. Donc je me suis brûlée, j'ai coulé l'entreprise et cet appel a changé notre vie. Bonjour Perrine. Salut Thomas, On est content de te recevoir aujourd'hui. merci. Aujourd'hui, tu vas nous parler un peu du monde de l'événementiel. Exact. Avant qu'on démarre l'épisode, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours studieux et tes débuts professionnels pour voir comment tu es arrivé dans ce milieu-là? Oui, donc vaste question. Donc j'ai commencé, moi à la base j'étais une littéraire, donc j'ai fait une école de commerce et j'avais très envie de voyager et puis j'étais déjà attirée par l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait une école de commerce à Bordeaux qui m'a permis de voyager donc, et de travailler au Mexique, en Afrique du Sud et à Hong Kong. J'ai une première expérience en Afrique du Sud qui ressemblait un peu à ce qu'on a là. Donc je travaillais dans un hôtel qui était dans la savane. Et là, j'étais au contact d'animaux, de serpents. Et on travaillait avec des Zoulous. Donc humainement parlant, c'était une expérience assez riche. Après ça, je suis partie à Hong Kong. À Hong Kong, là, j'ai travaillé pour quelqu'un qui faisait de l'import-export de grues, donc dans le secteur de la construction. Oui. Et ensuite, j'ai débarqué au Canada et là, j'y ai passé 6 ans. Donc, le Canada, ça a été 1 an d'études où j'ai fait un DESS en gestion d'entreprise à HEC Montréal. Et j'ai adoré ça. Après ça, j'ai commencé à travailler en tant que consultante chez Deloitte, toujours à Montréal. Et au bout d'un an, j'avais un peu le truc de l'entrepreneuriat qui est revenu me chercher. J'ai arrêté mon contrat et j'ai créé ma première entreprise, donc à 25 ans. C'était une plateforme un peu de type Airbnb, sauf que je ne vendais pas des logements. Je vendais des prestations de bien-être et de développement personnel. Donc, c'est une entreprise que j'ai développée toute seule. Et à l'époque, j'avais un peu le défaut de penser que parce que j'avais fait des études généralistes en gestion d'entreprise, j'étais capable de gérer pas mal de choses toute seule. Donc, je me suis brûlée. J'ai coulé l'entreprise. Je suis repartie à zéro. J'avais plus d'argent. Donc là, il a fallu que je travaille dans une société en tant que salarié, plus par intérêt financier finalement que... Donc je travaillais dans un cabinet de comptabilité, enfin département de comptabilité. Et puis, suite à ça, 1 an après, toujours la même histoire, j'avais envie de reprendre l'entrepreneuriat. Mais cette fois-ci, je voulais pas recréer une structure tout de suite. Je suis repartie en tant que freelance. Donc là, j'ai commencé à me former au SEO web marketing. Donc ça doit te parler davantage. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Mathieu. Donc Mathieu qui est aujourd'hui mon associé et avec qui on a créé Welcome. Donc Welcome, c'est une société qui est spécialisée dans les technologies de l'événementiel. On facilite l'accueil des participants à des événements de type salon tout public, salon professionnel, événements pro aussi et sur des festivals. Donc pour ça, on commercialise et on développe des technologies de type billetterie. Et ça, on l'a fait tous les deux en plein Covid. Donc ça peut paraître un peu insensé aujourd'hui parce qu'à l'époque, tout le secteur de l'événementiel était à l'arrêt complet. Il y a quand même quelques organisateurs d'événements qui poursuivaient avec des solutions virtuelles. Et voilà, nous, on a lancé ça à cette époque-là. Et pour parler un petit peu de nos débuts avec Mathieu, donc quand on s'est rencontrés, lui, il était déjà freelance depuis 6 ans. Mathieu, il était développeur web, développeur mobile. Et lui, il vendait ses prestations en voyageant à travers le monde. Donc, il passait 4-5 mois en Inde, 6 mois au Japon, etc.
et les gens le contactaient via la plateforme Codeur. Donc il était à l'époque deux troisièmes sur cette plateforme, sur les 200-300 000 prestataires qu'il y a. Donc il signait facilement des contrats et surtout il excellait dans son travail, dans la technique. Donc il avait une très bonne expérience du freelancing. Donc on a commencé à travailler ensemble dans des espaces de coworking. Moi, j'avais mes propres clients, lui les siens, et on se recommandait l'un et l'autre auprès de nos clients. Donc, in fine, on a commencé à avoir des contrats en commun, des clients en commun, et puis on a appris à travailler ensemble. Ça, c'est nos tout débuts. Et un jour, Mathieu reçoit un appel d'un fameux Jean-Yves Roussel de la société IRSI. Et cet appel a changé notre vie, on peut le dire, parce que sans ça, Welcome n'existerait pas aujourd'hui. Jean-Yves, lui, il avait quoi? Il avait 55 ans à l'époque. Donc, il avait à peu près 30 ans de métier dans le secteur de l'événementiel. Et il cherchait à développer un lecteur de badge. Donc, c'est un outil qui permet aux exposants de scanner les badges des visiteurs pour récupérer de la donnée et constituer des fichiers de prospection. Donc, il contacte Mathieu. Le contact se passe vraiment très bien. Et Mathieu livre le produit. Jean-Yves distribue ce produit-là auprès de Preventica et Comexposium. Comexposium, c'est un leader mondial dans l'organisation d'événements. Et ça rencontre un certain succès auprès des organisateurs et des exposants. Donc là, la question de la commercialisation à plus grande échelle de ce produit-là s'est posée. En discutant avec Jean-Yves, bon, lui, il approchait de la retraite, clairement. Il nous a encouragé à créer notre propre structure et le commercialiser en propre. Et il a été vraiment très généreux parce qu'il nous a donné nous a transmis son savoir, ses connaissances sur le marché, sur les enjeux, les besoins des organisateurs de salons professionnels. Ça nous a énormément aidés parce qu'à la base, nous, on n'était pas du tout du secteur, c'est pas quelque chose qu'on maîtrisait. Et suite à ça, donc le Covid est arrivé. Nous, on était toujours basés au Canada à l'époque. Pour des raisons personnelles, on a décidé de rentrer en Europe, et notamment au Luxembourg, parce que j'ai la moitié de ma famille qui vit ici. Donc voilà, on a accueilli un premier enfant aussi, donc on était très contents de trouver un peu de support localement. Et donc on a créé notre structure ici à Luxembourg. Et voilà, c'est tombé pendant le Covid. À l'époque, on a fait un pari quand même. Le pari que, après le Covid, les événements en présentiel se remettent en place. Pendant le Covid, donc, on avait des événements virtuels, un petit peu d'hybride, mais c'était très, très compliqué quand même pour la partie en présentiel. Et il y avait quelques sociétés qui avaient tenté de se lancer dans le genre de métaverse du salon. Exact. Ouais. Et, C'était c'était impressionnant en termes de développement produit, tout ce qui a été fait dans le secteur. Maintenant, en termes d'expérience, bon, ils ont voulu essayer de recréer ce qui se passait en présentiel. C'est différent. Et en fait, nous, on n'y a pas trop cru au virtuel, du fait que les organisateurs d'événements gagnaient moins de revenus en organisant des événements virtuels qu'en organisant des événements en présentiel. Donc, on a pensé que ça allait un petit peu s'essouffler. Et sortie de Covid, effectivement, on a eu de la chance parce que les événements présentiels ont repris. Nous, entre-temps, on avait développé tout un portefeuille de produits pour compléter un petit peu ce qu'on avait déjà fait sur le lecteur de badge. Donc, on arrive, sortie de Covid, avec des choses un peu plus déjà larges. développées, mais Ouais, à tester physiquement exactement. sur le marché, quoi. Donc, on a trouvé des premiers clients en propre, en France, puis en Belgique. Et on a passé, je pense, 1 an à commercialiser comme ça.
Notre développement était ce qu'il était. C'était pas foufou, ça se développait, on n'avait pas à se plaindre, mais c'était pas incroyable. Et je pense que c'était pas incroyable du fait qu'on n'était pas assez, on ne se différenciait pas suffisamment de la concurrence. Euh, et en fait, ce qui nous différenciait à l'époque, c'était la proximité qu'on avait avec les clients. Là-dessus, on était difficilement égalable du fait qu'on était disponible tout le temps, hein, semaine, week-end, jour férié. On se rendait chez les clients. Voilà, les clients nous appréciaient pour ça. Mais on s'est bien rendu compte que pour développer une entreprise, ça ne suffirait pas. Donc, on s'est mis un petit peu à regarder la concurrence, qui faisait. Et là, on a observé que les concurrents envoyaient des stations d'accueil à leurs propres clients. Et ça permet aux participants, quand ils arrivent sur des événements, de pouvoir s'enregistrer, de retirer leur titre d'accès et éventuellement payer, mais le paiement se faisait via une hôtesse qui avait son terminal de paiement. Et c'était pas, il n'y avait pas vraiment de billetterie en soi en libre service. On ne l'a pas observé et voilà, on avait ça dans la tête, ça trottait. Et puis un jour, 1 ou 2 mois après, dans cette même période, on a un rendez-vous chez DG Sport. DG Sport, c'est une entreprise qui organise l'International Motor Show à Luxembourg. Ok. Et c'est aussi une entreprise qui organise des événements dans le secteur de l'automobile sur comment dire, le circuit de Spa-Francorchamps. Mhm. Et eux, ils nous disent en rendez-vous, on veut une billetterie en libre service pour le Motor Show. Ils prévoyaient d'accueillir entre 10 000 et 20 000 visiteurs. Donc ça commençait à devenir un gros événement pour nous. Et pendant cette réunion avec Mathieu, on a compris, on s'est regardé, on a compris que c'était un oui, un go, il fallait le faire. Donc on a confirmé à DG Sport qu'on allait mettre en place cette fameuse billetterie. Sauf qu'en sortant du rendez-vous, on était content parce qu'il avait confirmé un petit peu Un besoin, quoi. un besoin, ce qu'on avait envie de développer. Par contre, voilà, il fallait qu'on mette ça en place. On n'avait pas de matos, on n'avait rien. Bon. Et on s'est mis à regarder ce qui existait un petit peu sur le marché en termes de bornes. Donc, il existe effectivement des bornes, mais nous, on avait besoin des bornes qu'on puisse déplacer facilement d'un événement à un autre. Et puis, les bornes qui existaient, c'était des bornes qui imprimaient des papiers un peu légers, type ticket de caisse. Donc, c'était un peu trop léger pour ce qu'on voulait faire. On voulait, nous, imprimer des billets avec du papier un peu plus robuste, des badges et aussi des bracelets pour les secteurs de tout ce qui est festival. Ouais. Et on voulait aussi que ces bandes-là puissent être un petit peu modulables, qu'on puisse les poser sur des comptoirs, des tables ou de plein pied, dépendamment du mobilier de chaque organisateur, parce que ça change beaucoup des organisateurs, des lieux d'accueil, etc. Donc ça n'existait pas. Alors on a décidé de faire un prototype et de faire tout simplement les bornes. On a reçu un devis pour ça. Le devis était très élevé. Il était 4 fois plus cher que si on avait acheté des bornes standards, du fait de toutes les spécificités qu'on voulait avoir. Et donc, on n'avait pas les fonds pour investir là-dedans. On a appelé le banquier. On a déposé un dossier. Dans le même temps, on revoit DG Sport. Et puis là, il nous demande où ça en est, etc. Donc on confirme qu'on est toujours bon, on y va. Quelques semaines après, le banquier confirme il nous donne un prêt. DG Sport signe, on commence à développer ça. On met en place les bornes pour l'International Motor Show de Luxembourg et là, c'est un succès pour nous. Ça fonctionne, les queues, il n'y en a plus, ou très peu. Et puis, tout est automatisé. Donc, les personnes arrivent, elles font leur paiement, elles reprennent leur ticket, et puis ensuite, elles peuvent rentrer dans l'événement. C'était très fluide.
Et ça nous a donné une super visibilité sur Luxembourg. Donc, suite à ça, on a reçu des demandes, et pas spécialement pour utiliser les bornes comme une billetterie, mais aussi de la part d'entreprises qui souhaitaient les mettre pour leurs événements et faire simplement de l'enregistrement et de l'impression de titres d'accès. Donc, ça nous a ouvert en fait à pas mal de choses. Et ça, pour nous, ça a été un milestone. Ça a vraiment changé la donne. On s'est développé, on a réussi en fait à vendre tous nos logiciels grâce aux bornes parce qu'on était connus avec ces bornes-là. Et puis on a poussé la différenciation sur ces bornes parce qu'on a permis aux organisateurs de pouvoir les habiller à l'effigie de l'événement. Donc l'idée, c'était de mettre un habillage temporaire qu'on appliquait sur la borne, qu'on retire ensuite en fin d'événement. Et là, on l'a mis en place pour la Luxembourg Space Week dernièrement. Et c'est vrai que l'effet est waouh. C'est vraiment ça. Ça rend l'accueil assez sympa. Et donc voilà, on a développé un nouveau marché ici, localement, grâce à ça. Et puis plus largement dans la grande région. Aujourd'hui, ouais. Le moment où vous avez les premières discussions avec DG Sport et où vous dites oui, on peut faire, sans avoir encore vraiment la solution, combien de temps est-ce qu'il se passe entre ce oui et le développement et l'installation des bornes? C'est quoi comme période en fait? Parce que vous avez dû faire toute la R&D, je suppose aussi pendant cette période. Ouais. Entre le premier rendez-vous et la livraison, ça a pris 6 mois à peu près. Ok. 6 mois, et puis donc c'était un peu un flux tendu parce qu'on devait gérer effectivement, comme tu dis, la R&D. Nous, il nous fallait notre prêt pour être capable de le développer parce que la compte du client ne suffisait pas en fait pour... Vous avez dû faire un business plan alors pour la banque, pour un peu projeter exact. sur... On a fait un business plan, le premier qu'on a fait pour l'entreprise. On est des entrepreneurs plutôt intuitifs. On ne se base pas vraiment sur les business plans de base. Et là, on l'a fait. C'était très bien. C'était un bon exercice. Voilà, le banquier a validé. Et c'était très bien parce que même pour la suite, ça facilitait des négociations. Il a bien compris ce qu'on faisait. Donc voilà, c'était quand même 6 mois où on voulait développer ça. On n'était pas sûr en fait d'avoir le produit dans les temps. On espérait, mais bon, on s'attendait à ce qu'il y ait toujours un peu de retard, des choses comme ça. Donc on avait aussi un plan B au cas où. Finalement, les bornes sont arrivées 2 semaines avant l'événement. Et 2 semaines, c'est très très peu parce qu'il fallait nous les tester, voir s'il n'y avait pas des bugs, etc. Et c'est Mathieu qui était là sur l'événement avec d'autres collaborateurs. Et ouais, il a très peu dormi les nuits précédentes parce que c'était quand même une grosse pression. Je suppose aussi que tu es toujours un peu dépendant de la connectivité sur place ou du bâtiment. Donc, ouais, ça va. Il y a toujours des solutions techniques. C'est pas un gros enjeu. Non, il fallait que le logiciel roule tout simplement. Et puis voilà. On a aussi fait venir, donc on a commencé à collaborer avec des externes à ce moment-là. Donc des personnes de France qui sont venues nous donner un coup de main sur l'IMS. Et il fallait donc bien se répartir les choses. Ce sont des personnes qui sont de base, qui connaissent le métier, donc c'était très facile, très compétente. Et voilà, ça a été le point de départ. Et cette partie développement des bornes, tu peux nous en parler un peu? À quoi vous avez dû faire face comme problématique que vous avez peut-être sans doute découvert au fur et à mesure du développement ou... Alors, ce qui n'était pas évident, c'est qu'on a dû les penser dans un temps réduit, tout en se projetant dans ce qu'allait être Welcome dans 5, 6, 7, 10 ans. Donc ça coûte assez cher de faire un prototype parce qu'il y a beaucoup de réflexion derrière. Donc l'idée était d'optimiser un petit peu cette réflexion-là en anticipant nos besoins futurs. Et ça a été de longues réflexions
pas mal d'allers-retours aussi. Mais une fois que cette phase-là était passée, pour nous, c'était très facile. Donc, on n'a pas eu de complications particulières. Voilà, c'était fluide. Ouais. Et vous avez pu faire développer ça à Luxembourg alors? Ouais, à Luxembourg. Donc, C'est aussi une belle carte complètement. pour justement le marché ici qui aime bien travailler avec des produits qui sont faits sur place. Donc, Ouais. Le marché luxembourgeois est très... on a été surpris ici. Les gens sont très ouverts, les entreprises sont ouvertes à travailler avec des entreprises localement. Donc, c'est vrai que dans notre processus commercial, ça a grandement facilité les choses d'être implanté au Luxembourg. Et maintenant, avec le recul et tes premières expériences au Canada ou avec les débuts de Welcome, si tu dois résumer l'entrepreneuriat en quelques mots, qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, c'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu sur lequel il y a beaucoup de créativité, des risques, pas mal de développement personnel aussi, du lâcher-prise. Voilà, c'est différents éléments avec lesquels il faut jouer constamment. Mhm. Et, et ouais, on avance là-dedans. C'est aussi un horizon qui est très très vaste en fait, qui est infini. Et les seules choses qui nous bloquent, c'est souvent des choses mentales sur soi et Des finalement, croyances ou des choses? ouais, exactement, de croyances limitantes. Mhm. Mais c'est génial de se rendre compte de ça, de débloquer, d'avancer, d'être toujours dans l'action en fait, dans un mouvement. Ouais, c'est ça. Et tout à l'heure, donc tu as fait mention à c'est Jean-Yves, Ouais. et tu nous as rapidement expliqué qu'il vous avait un peu mentoré et appris cet univers-là. Mhm. Et est-ce que tu peux justement développer un peu et nous raconter qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a surpris, qu'est-ce que peut-être tu connaissais déjà et Alors que je connaissais déjà non, clairement, je connaissais rien. Donc lui, Jean-Yves, il fait, comment dire, il fait des services informatiques et de l'audiovisuel. Donc il met en place des services pour les salons professionnels. Il a une grosse partie logistique à gérer. Ça, c'est un truc dans notre business model qui, moi, me faisait peur. J'ai toujours dit à Mathieu, je ne veux pas créer de business logistique et ne jamais dire jamais, parce qu'aujourd'hui, clairement, on s'en va en plein dedans. Et donc, Jean-Yves nous a beaucoup appris sur la logistique, sur un petit peu les besoins des organisateurs, leurs enjeux, pourquoi aussi certaines entreprises type comme Exposium n'utilisent pas de solutions existantes, mais souhaitent des solutions spécifiques. Donc avec quelles fonctionnalités qu'est-ce qui fait que certains organisateurs utilisent tel ou tel outil et sont plus friands par rapport à tout ce qui est technique et aussi en matière de sécurité. Enfin, il y a des choses comme ça qui pour nous ont été très intéressantes à apprendre. Et effectivement, dès le début de Welcome, la sécurité, c'est quelque chose qui nous a beaucoup, comment dire, concernés? concernés. Ouais, on a fait très attention à ça. Et tout de suite, on s'est formé à la RGPD. On a reçu des demandes très, très spécifiques. On a dû signer des contrats parfois très, très détaillés sur la RGPD pour pouvoir ensuite vendre. Donc voilà, c'est un peu tout ça que Jean-Yves nous a apporté. Ok. Et je reviens un peu sur des G-Sport, mais et le fait qu'en réunion, vous avez été confronté à devoir rapidement faire un choix sur OK, on vend la chose, mais on n'a pas encore la solution. Ouais. Et ça, je sais que c'est une politique de commercial que beaucoup appliquent. C'est on promet et puis après, on trouvera les solutions. Ouais. Et c'est quelque chose pour d'autres, moi le premier, c'est pas instinctif. Et moi, je peux pas le faire.
Ok. J'arrive pas à me vendre quelque chose que je sais pertinemment que j'ai pas la solution parce que je me sens pas, Pas légitime. pas légitime et j'ai Ouais, pas envie de je, tromper, etc. je comprends. Et j'ai un peu le sentiment que vous êtes à la base dans cet état d'esprit-là. Donc comment est-ce que vous avez fait pour justement passer ce cap-là et ça a été un pari ou ça a été... Moi, j'ai confiance en Mathieu, mais techniquement parlant, Mathieu, il est... Heureusement que c'est mon associé, parce que je pense que si Mathieu était employé, il serait débauché très, très rapidement. Donc je savais que techniquement, en promettant quelque chose comme ça allait tenir la route. Après, il fallait qu'on trouve le meuble. Donc en soi, ça me paraissait pas infaisable, ça me paraissait compliqué, oui, mais infaisable, pas du tout. Mathieu, il est comme ça aussi, il est très axé sur les solutions. Il y a toujours des solutions chez lui. On n'a jamais de problème technique qui a perduré. Et il a suffisamment de créativité pour trouver des solutions. Donc non, on s'est regardé, on avait confiance, tout simplement. C'est peut-être le Confiance. fait d'avoir été deux justement alors à ce moment-là qui a fait que vous avez pris le pari Ouais, d'accepter. ouais, on n'aurait pas, oui, effectivement, on n'aurait pas accepté si ça avait été juste lui ou moi en Mhm. réunion, clairement. Mais là, on se connaissait suffisamment bien pour se mettre d'accord juste avec un contact visuel. C'était clair. Et puis voilà, on aime prendre des risques, mais on prend pas des risques, comment dire, non mesurés. Mhm. Voilà, on connaissait plus ou moins le paramètre, ce dans quoi on s'embarquait, même si on ne connaissait pas précisément la façon de faire. Mais ça nous gêne pas, non. Ok. Euh, Est-ce que je te lance sur le fait que vous êtes aussi partenaire dans la vie ou est-ce que... C'est vrai on est partenaires dans la vie. Mathieu, bah, quand on s'est rencontrés, il y avait une attirance naturelle. Mais nos premiers échanges ont porté sur l'entrepreneuriat. Donc déjà, on avait un centre d'intérêt commun là-dessus. Et puis, ouais, on avait vraiment envie de travailler ensemble. Et aujourd'hui, bah, si je devais re-signer avec lui, je le referais sans problème. Ça nous apporte énormément en tant que couple aussi, le fait de travailler ensemble. Euh, Vous avez d'abord travaillé ensemble avant de vraiment euh, officialiser la relation en tant que telle ou bien ça s'est fait en même en temps, même temps? en même temps, ouais, Donc tu te découvres aussi alors autant sur le plan personnel que professionnel. complètement. Donc Je pense qu'on s'est pas posé trop de questions. On est... On était juste très enthousiastes, en fait, l'un et l'autre. Euh, Donc, une part de stress, non, pas du tout. On a pris les choses telles qu'elles venaient. Et puis, on a toujours, par contre, priorisé notre famille par rapport au travail. Donc, ça a supposé, par exemple, quand on a eu notre premier enfant, de ralentir un petit peu la cadence au niveau mhm. travail. Et ça, là-dessus, on était au clair dès le début. Je pense qu'on partageait une vision. Le business model de l'entreprise, on a pu avoir des différends, mais on n'a jamais voulu avancer sans être d'accord. Pour Ok. nous, le plus important, c'était d'être d'accord. Donc, Et l'accord, il venait par des compromis mutuels ou bien est-ce il y en a un qui finissait par accepter les arguments de l'autre, j'ai envie de dire. euh, je pense que c'était plus des compromis, dans le sens où il fallait qu'on... La règle, c'était que les deux se sentent à l'aise. Ok. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. On... Puis ça ne peut pas être autrement, parce que s'il y en a un qui se sent pas à l'aise, ça marche pas. Ouais. La dynamique ne va pas. Donc voilà, après, au niveau des arguments, l'avantage d'être avec Mathieu, je trouve, c'est que c'est quelqu'un qui change vite d'avis. Et moi aussi, je pense. Donc, bon, ça va pas toujours à notre avantage, mais dans certaines situations, on peut prendre une décision un matin et puis, admettons qu'on statue sur quelque chose. J'ai une idée dans l'après-midi.
Et ben, je lui fais part de cette idée. Je considère qu'elle est meilleure que ce sur quoi on a statué. Mhm. Lui, il va pas y avoir d'ego là-dedans dans l'écoute. Il va prendre les arguments. C'est toujours très factuel. On n'est pas dans un registre très émotionnel, Mathieu et moi, et même dans le perso, c'est comme ça, notre communication est factuelle. C'est les profils créatifs, en fait, qui sont, je pense, capables de rapidement switcher d'une idée à l'autre. Oui, ouais, ça c'est quelque chose qui nous caractérise. On aime la créativité, c'est clair, c'est ce qui fait qu'on aime le développement d'entreprise. Et, hum, et voilà. Et donc, hein, j'ai de la chance d'être avec lui aujourd'hui parce qu'il a une ouverture et puis il n'y a pas d'ego, Mhm. c'est très facile. Et donc aujourd'hui, vous avez des enfants. Les enfants, ils sont arrivés à quel moment dans l'aventure entrepreneuriale? Donc le premier au tout début, quand on a démarré Welcome, qui s'appelait One Événement Ok. avant. Et puis le deuxième est arrivé au... il est arrivé au moment des bornes. Donc quand on a livré l'IMS, moi j'avais accouché 6 semaines avant cet événement-là. Et en fait, ça a été un succès pour nous cet événement, mais je ne l'ai pas savouré comme un succès parce que j'étais dans cette période de postpartum avec une charge mentale énorme. Mhm. Et donc, c'est pas vraiment une période que j'ai appréciée professionnellement, même si on a décollé à ce moment-là. J'ai réussi à l'apprécier quelques mois après. Ok. Voilà. Et donc, après ce premier event qui était donc un succès, Mhm. qu'est-ce que concrètement ça vous a apporté en termes d'audience et d'opportunités à Luxembourg? Ça a élargi notre portefeuille client. Donc, on s'est mis à travailler pas seulement avec des organisateurs d'événements, mais aussi avec des venues. Donc, en bon français, des sites d'accueil. À Luxexpo, on travaille avec à Luxembourg, pardon, on travaille avec Luxexpo. Ok. Et c'est une très belle opportunité pour nous parce que les exigences sont pas les mêmes. Je donne un exemple. Donc, on fournit du contrôle d'accès pour là dernièrement pour Antiquaire à Luxexpo. Et chez Luxexpo, le contrôle d'accès, donc ça permet de gérer les visiteurs, de gérer les fournisseurs, les accréditations, les parkings, les portes. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, naturellement, la qualité de nos produits augmente parce qu'on doit répondre à des besoins qui, comment dire, Qui sont différents à chaque fois. qui sont différents, ouais, des processus assez complexes. Et vous arrivez à Et les généraliser ensuite? Ou est-ce que... oui, Oui. oui, la base est générale. Donc, je te donne un exemple. On est référencé aussi à l'ECCL, donc c'est European Convention Center de Luxembourg. Ok. Et si je reprends l'exemple du produit contrôle d'accès, eux, clairement, ils ne sont pas intéressés par notre produit pour assurer la sécurité de l'ECCL parce que bah, le CCL, c'est un endroit où ils reçoivent beaucoup d'officiels, donc des ministres, des présidents. Niveau sécurité, ils sont blindés. Il Mhm. y a même l'État qui assure une part de leur sécurité. Par contre, ils peuvent être intéressés par le produit pour les conférences, c'est-à-dire mettre un contrôle d'accès pour savoir quel participant a assisté à quelle conférence et combien de temps il y est resté, mesurer l'intérêt des participants, etc. Que pour Luxexpo, bah, l'intérêt est double, donc au niveau de la sécurité et aussi au niveau de la donnée. Donc c'est des choses un petit peu différentes. Et nous, ça nous apporte énormément parce que le fait de travailler avec des venues, ça nous permet ensuite de répondre beaucoup plus facilement aux enjeux des organisateurs. C'est comme si on passait de process plus complexes finalement à des process un peu plus simples pour Et nous. puis c'est pour vous, je suppose que c'est le client idéal parce que un lieu comme ça peut accueillir plein de types d'événements aussi. Et puis Complètement. c'est, c'est, Ouais, ça facilite peut-être même les choses que de devoir les avoir un à un. ouais. Oui, oui, non, c'est très bien parce qu'ils sont en mesure d'éventuellement proposer ce qu'on fait aux clients qui leur demandent s'ils n'ont pas des solutions d'accueil. Mhm. Donc pour nous, c'est royal, c'est très bien. Et pour parler un peu
de vos produits en eux-mêmes. Est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement les solutions que vous apportez? Donc, tu as parlé de la billetterie Ouais. en ligne, la billetterie physique avec les terminaux de paiement, mais je pense que ça va au-delà de ça aussi avec les badges que tu évoquais. Ouais. Tu peux un peu développer Donc, effectivement, on fait de l'impression de badges, de tickets, de bracelets. On a ce fameux produit de contrôle d'accès que je viens d'évoquer. On fait donc on a développé notre premier produit qu'on a affiné au fur et à mesure des années, le lecteur de badge, qui permet aux exposants de récupérer de la donnée sur les visiteurs. On a également des packs exposants, donc ça permet aux exposants d'utiliser un outil qui leur permet de récupérer de la donnée sur les participants. Voilà, c'est à peu près ça. Et concrètement, ça, les types de données, tu peux aussi développer qu'est-ce que ça fait dans la pratique et qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça solutionne comme problématique qu'il y avait peut-être avant? Alors, les données, ça permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de l'événement. Donc l'organisateur, typiquement un organisateur qui organise plusieurs conférences, va connaître le niveau d'intérêt pour telle ou telle conférence. Donc pour sa programmation future, il va savoir vers quoi s'orienter et qu'est-ce qui fait que ces événements vont avoir une certaine pérennité. Donc là-dessus, c'est, je pense, très important pour les organisateurs d'avoir des éléments qui leur permettent d'avoir une vision sur ce qu'ils vont faire à terme. Voilà, et on a également des données qui servent pour le marketing. Donc sur certains événements, les participants doivent rentrer leur prénom, leur nom, et puis d'autres données comme l'adresse email, ça c'est l'organisateur qui décide. Et donc voilà, à des fins marketing, ça peut être aussi très utile. Alors tout à l'heure, tu parlais de ta réticence initiale à te lancer dans le business de logistique, mais que vous alliez quand même finir par y aller. Est-ce que tu peux un peu développer justement Ouais. Donc, effectivement, je me suis dit qu'il fallait jamais dire jamais. Parce qu'on va lancer cette fameuse billetterie en mode plus compact, de façon à pouvoir les envoyer aux organisateurs d'événements par la poste à travers l'Europe. Donc l'idée, c'est de refaire la même chose que la borne en libre service, mais en beaucoup plus petit. La spécificité de ce produit-là, c'est qu'il va être plug and play. Donc l'organisateur va le recevoir, tout va déjà être configuré, il aura juste à brancher le câble dans la prise, et puis voilà, ce sera déjà fonctionnel et opérationnel. Et puis l'autre spécificité de ce produit-là, et là on parle plus de développement durable, c'est qu'il va permettre d'imprimer des titres d'accès qui seront 100% recyclables. Donc ce qu'on voit habituellement, ce sont des titres d'accès qui peuvent être imprimés sur du papier recyclable, mais il y a toujours une petite couche chimique dessus pour permettre l'impression, et là on n'aura pas cette chose-là. Donc ça veut dire que on pourra mettre les papiers à la poubelle avec d'autres papiers, il n'y aura pas de contamination. Et c'est quelque chose qui, pour moi, fait du sens parce qu'on se rend compte qu'il y a certains organisateurs qui commencent à être sensibles à ces enjeux-là. Et il y a également des venus qui cherchent certaines critères qui sont certifiés Bicorp. Donc nous, on aimerait s'intégrer un peu plus là-dedans. Et puis, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai fait une formation pour faire des bilans carbone il y a quelques années par curiosité. Je voulais comprendre ce que ça voulait dire d'avoir une empreinte carbone. Et donc, moi, c'est des enjeux qui me parlent beaucoup. J'avais également, pour la petite anecdote, lancé une offre de bilan carbone dans l'événementiel. Donc, à l'époque, c'était One Événement quand on l'a créé. L'idée était de mesurer l'empreinte carbone d'un événement.
ça n'a pas pris. C'est pas une offre qui a pris parce que je pense qu'il n'y a pas de... L'intérêt n'y était pas vraiment et ça répondait donc pas à un besoin et il n'y avait pas non plus d'obligation légale à le faire. Mais malgré tout, j'ai toujours ce truc-là. Ça m'a pas quitté. J'ai toujours envie d'aller vers de la durabilité. Donc c'est ce qu'on va faire. Et c'est quelque chose que je connais absolument pas non plus, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait une étude bilan carbone sur une société? Parce que c'est compliqué de mesurer tout ce qui va pouvoir avoir un impact. Donc, En fait, il y a différents périmètres. Donc, on définit déjà le périmètre. Est-ce qu'on étudie ce qui se fait en amont d'une production, en aval, juste la production et voilà, dépendamment du type d'entreprise, ce sont des choses, des analyses qui sont un petit peu... Et tu as des scores alors qui sont attribués Ouais, sur des choses et puis... complètement. Ok. Des scores et puis surtout des recommandations. Donc, on va dire à telle entreprise que là-dessus, elle a une empreinte, je sais pas, sur tel process, son empreinte est très élevée. Elle va pouvoir le réduire en menant telle ou telle action. Ok. Donc, c'est assez concret. Les bilans carbone délivrent de la matière concrète pour réduire l'empreinte. Et comment tu vois évoluer ton métier ou le secteur de l'événementiel dans le futur? Alors, on parle beaucoup de reconnaissance faciale. C'est quelque chose on a commencé à nous demander, donc c'est-à-dire avec une caméra reconnaître les personnes qui sont préinscrites et puis les laisser entrer dans l'événement. Je pense qu'on s'en va vers ça. Après, il y a aussi beaucoup de choses à voir avec la RGPD pour être Ouais, ça doit être conforme. encore plus Ouais. conséquent, je En suppose. Asie, ils le font beaucoup, donc Ouais. ils sont plus en avance que nous là-dessus. Et donc, on a à apprendre de ça chez eux. Et autrement, ce que j'observe chez les participants d'événements professionnels ou de salons professionnels, c'est qu'ils ont souvent plein d'applications sur leur téléphone parce qu'ils sont habitués à participer en fait à des salons professionnels et à utiliser les outils de l'organisateur pour pouvoir, par exemple, se connecter entre eux ou voilà. Et ça les lasse. Donc, ce que j'observe, c'est qu'il y a potentiellement moins de téléchargement d'applications mobiles. Je ne sais pas quelle tendance ça va prendre, mais c'est quelque chose que je suis parce que je comprends que les participants soient lassés d'avoir plusieurs outils sur leur téléphone. Je pense que l'idéal pour eux serait d'avoir un outil Qui centralise tout. Ouais, exactement. Donc, à voir comment ça évolue et Ok, s'il y a des opportunités à prendre intéressant aussi. là-dedans. Top. Bon, je te propose maintenant un petit jeu. On a capturé un serpent. Ok, On a extrait son venin, c'est un venin de vérité. Donc je vais te proposer de boire un petit shot et après, tu vas nous raconter une anecdote et sans langue de bois. c'est parti. Ça va? C'est le moins rempli. Hein, ouais. Bon, à ta santé. Santé. Avec ça, ça dégage la gorge. Elle est bonne. Merci. Ok, donc une petite anecdote sympa. Je reviens sur notre réunion avec DG Sport. La deuxième réunion avec eux, c'est fort. Excuse. Tu peux reprendre l'eau Non, si ça tu va. veux. Donc la deuxième réunion qu'on a eue avec eux, on en était au point où on ne savait pas si le banquier allait nous accorder un prêt. Le prototype n'était pas en place et puis l'organisateur nous demande où ça en est du prototype de la borne. On n'avait rien à lui présenter. Et puis nous, on l'avait quand même dessiné de notre côté, mais
voilà, c'était un brouillon, quoi. C'était un dessin d'enfant entre nous, voilà, pour voir un petit peu de quoi ça avait l'air. Et puis pendant cette réunion-là, donc il nous demande concrètement, ça va ressembler à quoi. Et puis là, je dis Mathieu, montre-lui notre dessin. Et puis Mathieu, voilà, pour le coup, on s'est regardé, on savait pas trop, mais il a sorti le dessin. Donc un brouillon, quoi. C'était vraiment un dessin d'enfant, si je puis dire. Et on l'a mis sur la table et c'était tellement improbable comme situation que tout le monde a rigolé. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça, ils s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus professionnel et avancé. Et ce moment-là était assez fort parce que finalement, ça a quand même scellé quelque chose entre nous. Ils nous ont fait confiance et on a signé. Ah, c'est ce jour-là en plus que vous Non, on avez... n'a pas signé ce jour-là, mais bon, quelques semaines après, ça s'est fait. Et Vous voilà. n'avez pas eu peur en sortant de la réunion que ça ait justement fait l'effet inverse? Oui, mais le contact était bon. Ok. Moi, j'ai bien senti. Je pense que Mathieu aussi, même s'il était un peu plus réservé à sortir ce petit morceau de papier. Mais non. Et puis il voyait qu'on bossait dessus, qu'on voilà. Donc ça s'est bien terminé. Ok. C'est marrant en effet. J'ai peut-être autre chose, peut-être une autre péripétie. On se promenait avec Mathieu en Belgique, donc à côté du circuit Spa-Francorchamps. On connaissait pas encore DG Sport à l'époque. Et puis on s'était imaginé vendre à un organisateur qu'on ne connaissait pas qui organisait des grands prix ou des courses, ou bref. Et puis là, on imagine le truc, comment on fait pour poser notre matos, etc. Ici, il pleut, et enfin bon, bref, on est parti dans un délire, mais complet. Et on en parle pendant 1 heure. Hein. Enfin, c'est vraiment, c'est un jeu pour nous, on aime bien se challenger là-dessus. Et on y a pensé vraiment très très fort. Et, et puis, mon père m'a dit un jour, à force de rêver fort, les choses arrivent. Mhm. Et effectivement, elles sont arrivées parce qu'on a rencontré DG Sport juste après. Et pendant le rendez-vous avec DG Sport, on a compris que c'est eux qui organisaient certains événements sur le Grand Prix. Donc ouais, c'était une belle surprise pour nous. Mhm. Et oui, peut-être encore une question sur le futur. Est-ce qu'il y a des ambitions particulières d'arriver à travailler avec certains gros pontes de l'organisation d'événements? Tout à l'heure, tu as fait mention à un, mais je n'ai pas retenu le Comme nom. Exposium. Ouais. Est-ce qu'il y a des objectifs comme ça ou des targets que vous vous êtes fixés pour... Oui. Donc là, ce sont plus des agences qui sont spécialisées dans l'événementiel sectoriel. Ok. Donc eux, ils organisent des événements pour des secteurs spécifiques. Ça, c'est une target pour nous, clairement. Et après, donc, pour tout ce qui est leader, entre guillemets, du marché, c'est de la veille. C'est de voir la faille, la repérer, entre Mhm. guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, et de proposer quelque chose pour améliorer la faille éventuelle.